Salutations à tous, mes frères et sœurs, c'est l'Empereur, le guide qui vous parle et aujourd'hui, nouveau podcast au sein du Cercle des Affranchis avec mon très cher ami Bertrand Maïmouni. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Et notre nouvel invité du jour, Tom, qui est un entrepreneur, un étudiant entrepreneur de chez Pépite Provence comme nous. Donc, alors ça, il faut le dire juste avant, on est tous chez Pépite Provence, donc on les salue. On les salue, sauf le caméraman. Sauf le caméraman derrière la caméra. Mais c'est bon, c'est pas grave. Donc Tom, présente-toi. Tom, vas-y, fais-toi plaisir. Bah, moi je suis donc Tom, je suis en dernière année de master développement web à Innov, à Aix, et en parallèle étudiant entrepreneur à Pépite Provence depuis maintenant 2 ans, et entrepreneur depuis un peu plus d'années. Donc je suis en train de fonder Moneys, une application pour aider les gens à investir et gérer leur budget de la meilleure des manières en un clic. Oh, bien précis. Ça c'est fort. Est-ce que je pense qu'en plus l'argent, tout le monde a besoin de le gérer, et notamment les étudiants, on a tellement de dépenses, maintenant en plus il y a les cryptos par exemple, ça tu penses que tu vas en parler Ça après. attire beaucoup de monde, ouais. Mais Vraiment beaucoup de monde, ça attire. Bah, de plus en plus. Puis quand tu te dis, quand tu vois des gens sur TikTok qui disent ah bah tiens achète cette crypto, tu peux gagner 1 million en 2 jours, il y en a plein qui y croient et du coup qui s'intéressent, même si c'est faux, ça attire beaucoup de monde avec le FOMO, tout ça, donc faut faire attention. le FOMO, on en a parlé dans un dernier podcast en plus, je connaissais pas juste avant, mais ouais, c'est exactement ça. Mais justement, tu vois, par exemple, les cryptos, bon, moi je suis un peu en retrait, contrairement à vous deux, mais les cryptos, je pensais que la hype, elle était juste en train de descendre par rapport, justement, parce qu'on parlait surtout des bitcoins et d'autres crypto-monnaies dont je me rappelle l'Ethereum, comme l'Ethereum, tu vois, et on parlait beaucoup de ça, genre on était en 2021, et là on est en 2024, et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de... Ouais, mais c'est normal parce qu'en fait, si tu veux, c'est le marché de la crypto-monnaie, ça fonctionne par cycle. Ok, c'est Tous les 4 ans, tu vas avoir une explosion, Mhm. donc du prix, de l'intérêt, des projets qui se créent, tout le monde en parle, et puis après, tu as le marché qui va revenir un peu à la normale et qui va retomber, donc les gens vont se dire ah putain, c'est un scam, ça marche pas, je me barre. Ouais. Du coup, actuellement, là, t'en entends moins parler, mais par contre, là, c'est en train de remonter, c'est sur des niveaux, Ok. et il y a eu le halving il y a une semaine, donc c'est l'événement sur la blockchain du Bitcoin qui fait que il y a ce cycle-là tous les 4 ans. Et justement, ce qui est contre-intuitif, c'est qu'en fait, il faut investir au moment où ça fait mal. C'est-à-dire qu'il faut investir. C'est ce que j'allais dire en plus, ouais, c'est ce que j'avais vu, c'était ça. En gros, quand tout le monde vend, t'achètes, et quand tout le monde achète, tu vends. Bah, c'est ça, à peu près. C'est ce qui fait toujours peur. C'est ce qui tout le monde dit ah putain, c'est mort. Quand tu vois sur les journaux, Et c'est maintenant. le Bitcoin, c'est mort, faut se barrer, c'est un scam. Normalement, quand t'es bon, tu dis bon ok, là j'achète, ça veut dire qu'on est en bas. Et quand tu connais bien le marché, tu sais que potentiellement, si on se base jamais sur le passé, mais on peut quand même s'en inspirer, tu peux investir parce que tu sais que le marché est cyclique et qu'il va pouvoir remonter tous les 4 ans. Donc tu sais que là, tu peux mettre un gros billet parce que ça va remonter. Okay. Et du coup, d'où t'es venue cette idée de la finance et d'entreprendre? Parce que comme tu l'as dit, tu étais une école t'as fait l'ingénieur. Ouais. Et pourquoi entreprendre et pourquoi dans la finance et Moneys, du coup, d'où c'était venue cette idée en fait Alors entreprendre, c'est un peu depuis que je suis plutôt jeune. Depuis le lycée, j'ai toujours fait un peu des projets où dès qu'il y avait un truc, je me disais ah putain, ça peut intéresser des gens, on le fabrique, on le vend. C'est l'histoire où tu fais des petits bracelets à la con, tu les vends dans la cour de récré. Enfin, c'est venu un peu là où je me dis ah, il y a souvent un besoin, on peut faire quelque chose pour y répondre et se faire un peu de thunes parce que c'est toujours cool et c'est kiffant. Donc c'est venu un peu comme ça, ou après avec un collègue, on a commencé un petit business. Après, on a fait un studio d'enregistrement de rap, parce qu'on avait des collègues qui étaient rappeurs. Donc du coup, on va vous faire un studio et on vous fait payer et on fait venir d'autres gens aussi pour enregistrer. Et après, on a fait des soirées. Donc c'est venu progressivement. C'est sympa, c'est un truc que t'as eu un besoin, bam, on fait un studio. C'est ça. Ils veulent rapper, moi, je fais du piano depuis que je suis très jeune, donc j'ai toujours aimé la musique, faire un peu des compos, et puis je me suis mis un peu au prod dans cette période. Et du coup, mes collègues qui rappaient, je dis c'est super, on a une dizaine de mecs qui rappent, venez, on vous fait un studio chez moi, on fait une pièce, on achète un micro, table de mixage, et après, mon collègue qui aimait bien la vidéo, lui... avec lui, on pouvait faire après des clips, filmer. Donc, et on se faisait plaisir. Et on se faisait kiffer. On passait des soirées au studio où on rappait 1 heure. Et puis après, on se mettait sur le canapé, on rigolait, on posait, on fumait, on se régalait. C'était des bons souvenirs. Ah ouais, et vous continuez à faire ça ou... Non, ça a duré 1 an. 1 an. Ouais. Après, c'était on a commencé nos études. Chacun a pris son chemin, on va dire ça comme ça. C'est ça. Ah, c'est très bien, franchement. C'est une bonne expérience. Donc en gros, la leçon de ce que tu viens de nous dire, c'est dès qu'il y a un besoin, tu peux faire une offre.
Bah, de toute façon, ouais, En gros, c'est ça. il y a du besoin de partout. Ça serait rigolo de voir au primaire ceux qui avaient les plus belles cartes Pokémon qui arrivaient à arnaquer tout le monde, si ça devenait des bons entrepreneurs. Nous, Et c'est ce que je faisais. Ah ben voilà. moi, dans mon école primaire, quand on était en CE2, je me rappelle, nous, ce qui marchait beaucoup, c'était les billes. Tu vois, quand Ouais. tu trouvais un trou, tu faisais le jeu de billes. Là, Ouais. tu faisais des marchés. Je te dis honnêtement, moi, je faisais des marchés sur ça. Moi. J'étais un petit rat, moi. à l'époque. Ça marchait bien. Moi, je me rappelle ce que je faisais, c'est que ma mère, elle me mettait toujours le goûter pour la récré de 10h, et j'en avais trop. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'échangeais mon goûter contre des cartes Pokémon, des billes ou quoi, et après, je me faisais un stock, et après, je pouvais négocier comme ça, avoir le carnet, et c'est comme ça que j'ai réussi à négocier, à faire du troc. Je bouffais un carré de chocolat, tiens, je te donne le deuxième, et tu me donnes une carte Pokémon, et hop, ça marchait. Je comprends pourquoi il est entrepreneur, lui. C'est ça. Je comprends. Mais en fait, c'est l'entrepreneuriat, ça passe par la vente en vrai, souvent. Ça passe souvent par la Je vente. commence en étant un peu commercial, Ouais, tu essaies de c'est vendre un peu ça. ce que tu sais, ce que tu as à quelqu'un, et puis tu négocies, tu essaies d'avoir la meilleure offre. De toute façon, c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est de vendre. Bah, c'est de vendre, parce que t'as beau, par exemple, là, il y a une semaine, j'ai été invité au Palais des Congrès. Il y avait un concours start-up, donc avec Arts et Métiers, donc une école d'ingénieurs. Et en fait, donc c'était que des ingénieurs. Eux, le problème, c'est qu'ils vont créer une solution, mais sans savoir s'il y a un problème en fait. C'est C'est vraiment typiquement des ingénieurs, bon, tu pourras le savoir. Bon, en plus, les Arts et Métiers, c'est encore peut-être des fois un autre monde. Ouais, c'est Ils sont des vrais créés ingénieurs. carte wrap, donc ils vont créer leur solution, leur truc technologique. Mais est-ce qu'il y a un marché derrière? Et ça, ils savent pas. Et beaucoup flopent à cause de ça en fait. Ils savent pas vendre. Quand tu crées un truc et tu dis, bon, on crée un truc, et puis après, on essaie de le vendre un peu à qui s'intéresse, bah, ça marche pas. Du coup, par exemple, la monnaie, si tu devais le vendre pour que les gens comprennent simplement ce que c'est. Bah, généralement, dans la vie de tous les jours, tu as de l'argent. Tu utilises, tu achètes, tu dépenses. Comme tout le monde. Il y a beaucoup de gens, surtout les jeunes, qui ont du mal à gérer leurs dépenses. Ils savent pas vraiment où l'argent part. Et ils se retrouvent à la fin du mois en disant merde, putain, j'ai plus de sous, j'arrive plus à boucler de mois. Parce que bah, tu as dépensé à droite, à gauche, sans vraiment avoir de visibilité là où tu as dépensé. Donc, nous, le but, c'est de pouvoir te connecter à ton compte bancaire pour avoir une vision ultra claire de où partent tes dépenses. Est-ce que tu dépenses trop en plaisir? Est-ce que tu as des charges qui sont trop élevées? Donc en gros, c'est remettre de l'ordre dans tes finances de manière la plus simple possible. Parce que bah, la plupart des gens ont du mal à gérer leur argent parce que bah, ça fait chier tout le monde de se dire putain, s'il faut que je gère mon argent, il me faut un Excel, il faut que je traque mes dépenses, que je calcule. Ça fait chier tout le monde. Et même un truc à la con, genre, il y a pas mal de gens, ça je l'ai remarqué maintenant, parce que maintenant on a tous des comptes en banque, hein, et j'ai pas mal de collègues qui en fait, ils regardent pas leur compte en banque parce qu'ils se disent non, il vaut mieux pas que je regarde. Tu vois? Exactement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu dis merde, putain, je sais que ça va piquer, donc je regarde pas. Mais techniquement, si tu veux, si t'as pas beaucoup de revenus, tu veux améliorer ta situation financière, il faut que tu fasses attention, il faut que tu te dises bon, je vais mettre voilà, je vais faire des économies, je vais gérer les flux correctement, mais c'est contraignant. Ça veut dire qu'il faut que tu passes du temps, il faut que tu saches comment tu t'organises. Donc nous, le but, c'est d'enlever cette contrainte et de faire à la place des gens. Bah nous, on va se connecter à ton compte bancaire et on analyse tes dépenses pour te dire bon bah tiens, vis tranquille, mais on te dit, voilà, fais attention là, ça va être galère à la fin du mois. Ou tu devrais peut-être t'organiser comme ci, comme ça. C'est vraiment, on simplifie au mieux les dépenses. Et l'idée, c'est que bah, une fois que tu as réduit tes dépenses, tu vas augmenter ton épargne. Une fois que tu as ton épargne d'urgence, que ta situation financière elle est stable, qu'à partir de ce moment-là, bah, l'idée, c'est de gagner de l'argent, donc de l'investir pour valoriser ton épargne et augmenter ton capital. Et donc là, nous, le but, c'est bah, l'argent que tu as réussi à mettre de côté, tu appuies sur un bouton, et nous, en fonction de qui tu es, ton profil d'investisseur, ton niveau de risque, eh ben on te l'investit automatiquement donc, là où c'est intéressant. On fait aussi un peu de l'audit financier dans le sens des conseils d'investissement. Plus tard, oui, c'est vraiment de reprendre le contrôle sur tes finances et puis après, c'est pas s'arrêter là. Parce que tu as réduit tes dépenses, bon, bah, c'est cool, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va le fructifier? Bah, voilà, le but c'est d'augmenter ton épargne, mais après tu vas pas avoir un compte épargne plein à craquer, c'est ridicule. Avec l'inflation, tu sais que tu perds de l'argent. Donc c'est de l'investir pour augmenter ton capital. Mais bon, investir, c'est pareil, c'est dangereux, il faut s'y connaître, savoir où est-ce que tu investis. Il faut être conscient aussi que tu vas prendre un risque, et Exactement. que tu vas pas souvent gagner. Au contraire, je pense que tu vas plus perdre que gagner. Surtout si tu es en phase d'apprentissage. Si tu apprends, oui. tu perds. Donc nous, le but, c'est vraiment de prendre la main sur ça et t'appuies sur un bouton, tu sais que ton argent, il va tourner, il va travailler, pas sur des niveaux de trader, ce serait ridicule, mais juste sur... Bon, tu sais que tu te protèges de l'inflation et que ton capital il génère plus que ton livret à je sais pas quoi de 0% où ça te rapporte rien. En plus, il faut le dire, parce que les traders, j'ai vu des interviews des vrais gros traders, ils font pas plus de 10% par an en plus, hein, souvent. Mais je sais pas si tu as écouté un podcast de Yomi Denzel il y a pas longtemps où il y avait un trader qui parlait. Oui, je l'ai écouté. Et il a expliqué que c'est quand même lui, en fait, c'était un rêve. Et quand même lui, il savait pas vraiment ce qu'il faisait en fait. Il comprenait pas vraiment ce qu'il faisait. C'est normal. Moi quand je me suis intéressé à la crypto, j'ai fait du trading. Je me suis intéressé pour être capable, parce qu'en tant qu'investisseur,
Je me suis dit, bon, je veux investir, mais je veux connaître tous les types d'investisseurs, les traders, les long termes. Donc j'ai voulu apprendre un peu de tout. Donc j'ai fait une petite période de trading. Tu as vraiment l'impression que quand ça marche, tu as de la chance. Et quand ça marche pas, bah, t'as pas eu de chance. Mais t'as pas l'impression vraiment d'avoir appris à chaque trade. Une vraie analyse, quoi. Voilà, à chaque trade, si t'as regagné ou si t'as perdu, t'as pas forcément ce retour où tu dis, bon ok, pourquoi est-ce que j'ai gagné? Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Voilà ce que j'ai appris. Tu peux l'avoir si t'analyses, mais il faut être très très bon, il faut faire ça depuis des dizaines d'années. Les gens qui te disent, deviens trader en 6 mois avec ma formation. C'est impossible, c'est des scammers. Sur ça, j'ai une expérience, parce que moi, avant, j'avais fait du trading, il y a quelques années, et c'était avec un groupe qui s'appelle IM Academy, tu vois. Et vraiment, je sais pas si tu connais IM Academy. IM Academy, en gros, c'est un couple d'investisseurs qui avaient créé cette partie-là. Genre, en gros, c'était des traders en ligne, tu vois. Et en fait, il y avait un groupe de jeunes, c'était des Parisiens généralement. Je les lisais encore sur Instagram. Et en gros, je les avais rejoints juste parce que ça m'intéressait. C'était au moment où je commençais à me dire, ouais, peut-être il faudrait faire quelque chose de ta vie. J'étais à la fac, j'avais compris que ça me plaisait pas, j'étais resté juste pour la bourse. Je savais que j'allais passer mon diplôme de coach 8 mois après. Mais pendant les 8 mois, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pendant les 8 mois? Donc, à part travailler en intérim, je me suis dit, bon, peut-être on va faire autre chose. Donc, en gros, j'ai commencé à m'intéresser au trading parce que c'était un peu à la mode. Vraiment, là, c'était vraiment, je crois, au pic. C'était vers quelle année 2022. Ok, ouais. Ouais, c'était vraiment la mode, je pense. Hein. Ouais, si je dis pas de conneries, c'était vraiment là, tout le monde parlait de ça. 2022, je me suis dit, bon, vas-y, on va tester, on va voir ce que ça fait. Peut-être, on sait jamais. Et des fois, je gagnais. C'est vrai, des fois, je faisais le trading rapide, de 3 minutes. Ok. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était du Forex, mais je me rappelle plus en gros, c'était quoi? C'était sur les devises. C'était sur l'euro, le franc suisse, etc. Et en gros, des fois, je gagnais, je me disais, ouais, c'est bon, j'ai compris. Et le deuxième truc, je perdais, je me disais, mais j'ai rien compris en fait. Ça marche pas. Et après, il te racontait des moments, comment faire pour analyser. Donc, j'avais des sortes de traits rouges, de traits verts qui doivent être dans les courbes, ça fait des bougies. Voilà, c'est ça. Avec les bougies, voilà, c'est ça. Je me rappelais plus des termes. C'est les bases. Vraiment, c'est les bases et tout. Et en gros, il nous dit oui, parce qu'en fait, il y a de plus de chances que ça soit positif s'il y a tout ça qui est aligné et tout. Et moi, j'étais comme ça, bon, c'est du charabia. Donc, je dis, bon, j'attends. Donc, j'attends. En fait, tu fais rien. Et au bout d'un moment, tu perds patience. Donc, c'est pour ça que le trading, c'est aussi un moment où, en fait, il faut être très, très, très rationnel. Ouais. Ah, c'est très émotionnel. C'est très émotionnel. Il faut vraiment être neutre, genre comme ça, stoïque. Je l'ai dit dans le podcast, en plus, il faut être. Voilà, il faut être très stoïque. Et puisqu'à l'époque, j'étais un mec très émotif qui se prenait pour je sais pas qui. Donc, en gros, je dis, non, ça t'inquiète. Allez, on le met. Oui, mais c'est l'auto, quoi. Comme ça. Donc après, je suis parti au bout de 5 mois. J'ai quand même appris pas mal de choses au niveau de l'investissement et de l'entrepreneuriat, parce que ça m'a permis de lire pas mal de livres, comme Bref, je sais devenir riche, les Napoleon Hill, alors Robert Kiyosaki, pour moi c'est frauduleux, mais bon, ça c'est notre histoire. Le Personal MBA et tout, que je vous conseille. Par contre, celui-là, il est très intéressant. Les Robert Greene aussi. Et par contre, je regrette pas, parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui sont un peu comme nous, mais qui sont à Paris, tu vois, qui ont vraiment faim, qui veulent vraiment se développer sur plein de choses. Donc ça, j'ai aucun regret. J'ai perdu de l'argent, bien évidemment, mais quand même, c'est quand même une bonne expérience. Voilà, il faut pas tout jeter. Et donc, tu peux continuer. Fais-toi plaisir. Ce qu'on était. Et ouais, moi, c'était aussi par rapport justement à l'investissement. Ouais. Putain, je sais plus ce que je voulais dire là. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a deux concepts, et il faut savoir, toi, ce que c'était plus l'un ou l'autre, YOLO ou FIRE? Je sais pas si t'as entendu ça. Ah, FIRE, c'est sur YOLO, l'investissement long terme, c'est pour ça. la retraite. Voilà. YOLO, YOLO, c'est You Only Live Once. Ouais. En gros, tu One Life, en fait, c'est les jeunes, par exemple, comme les jeunes pendant l'été, quoi. C'est ça, quoi. Ou un truc tout bête, par exemple, à la fac, je sais que moi, je perds beaucoup d'argent avec des cafés. En mode, on paye sans compter, un café par-ci, un café par-là, donc tu payes sans compter, en fait, sur des choses un peu stupides que tu pourrais faire des économies. Si tu avais ces dépenses, tu les vois, en fait, par mois. Par exemple, que l'application pourrait donner, je pense. Et les FIRE, c'est financial indépendant, retiré ailleurs. Donc financièrement indépendant et retraite. Voilà. En gros, à la retraite, t'es indépendant financièrement, t'as investi et t'as de l'argent, donc tu peux partir à la retraite. Quoi. Toi, tu te considérais plus dans l'un ou dans l'autre? Plutôt dans le FIRE. Dans le FIRE, vraiment tout, à faire attention à tes économies. En fait, t'es plus ou moins obligé au début, quand t'as pas beaucoup de revenus. Moi, j'ai voulu investir très tôt, parce que j'ai vu que c'était le meilleur moyen pour augmenter son capital et avoir plus d'argent sur le long terme. Sauf qu'au début, quand tu n'as pas de revenus, moi j'étais alternant, donc tu as vraiment un tout petit revenu, tu dois payer ton loyer, tu dois payer ta bouffe, ton essence, en fait tu arrives à zéro à la fin du mois. Donc le seul moyen de dégager un petit surplus que tu peux investir, parce que moi à cette époque, il fallait que j'apprenne à investir, il fallait que je m'entraîne, donc il me fallait de la thune. Donc le seul moyen, c'est du... Tu t'économises. Tu réduis parce que tu es en mode rat, quoi. Après si tu as du capital, si tu as des parents qui te donnent de l'argent de poche et que tu as de l'argent à dépenser,
tu peux tester en mode YOLO. Comme l'a dit Gilbert Bougie, parce qu'on a le même prof, Ouais. c'est le capital de l'amour, là, je crois, un truc comme Oui, ça. la love genre. money. La love money, C'est voilà. ça, exactement. La love Ouais. money, genre les parents, tes proches qui te donnent de l'argent. C'est ça. Quand tu veux créer une boîte, Ouais, mais je pense qu'avoir fait comme tu fais, c'est beaucoup mieux pour se responsabiliser en niveau argent, je pense. Ah oui. Parce Ah que ouais, l'argent ouais, que bah vous oui. avez, c'est vraiment, vous devez faire attention, c'est le vôtre, et si vous le ratez, vous n'avez plus après pour vous amuser ou pour investir. Et Bah, de toute façon, l'argent, c'est un outil, hein, c'est un flux. Ouais. Ça vient, ça rentre, ça sort. Ouais, c'est c'est à ça. toi de voir comment tu l'utilises, quand Tu ça veux- rentre et quand tu ça veux sort. faire des projets de meilleure qualité, c'est sûr qu'il te faut quand même un bon capital. Et même, j'ai envie de te dire, de ce que j'ai vu, genre, tu pourrais me dire tous les deux si je suis dans le vrai ou dans le faux, les investisseurs qui réussissent pas mal, c'est généralement parce que de base, ils ont un gros capital de base. Après, je sais pas. Ouais, tout ce qui est VC, Business Angel, souvent, oui, quand même. Oui, si, Ouais. si tu regardes surtout les héritiers, machin, bah, ils en parlent aussi dans le podcast. Bah, en fait, Ouais. tu vois que bah, quand tu as un gros capital de départ, tu peux te permettre d'avoir des opportunités qui Ouais. sont plus intéressantes. Mais quand tu es plus jeune, faut avoir la dalle, quoi, c'est tout. C'est ça. Enfin, quand tu as moins de capital, faut T'as pas le juste avoir droit, la t'as pas dalle. le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur, Ouais, c'est c'est ça. ça. Alors qu'eux, ils peuvent se rater, donc. Tu vois. Justement, c'est pour ça qu'ils ont plus de taux de réussite parce qu'ils s'en foutent en fait. Bah, Et eux, ils sont je pense plus que- neutres, j'ai envie de te dire. Peut-être s'en foutent pas, mais en tout cas, ils savent que c'est moins grave s'ils se ratent. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est ça. Mettre pas un gros Quand capital. t'as pas de thune et que tu veux entreprendre, Ouais. tu sais, bah, tu fais un projet, là, si tu rates, bah, tu repars à zéro, tu recommences. Et t'as plus rien. Et j'ai une question par rapport à Monnaie. Est-ce que par exemple, un créateur de contenu, donc il peut avoir des flux sur YouTube, il peut gagner de l'argent sur YouTube, Ouais. par exemple sur TikTok, j'ai une bêtise, est-ce que tous ces flux-là, ils peuvent être indiqués sur l'application? Parce que tu as dit qu'on peut gérer les dépenses, mais est-ce qu'on gère les flux d'arrivée aussi? Les rentrées? Les rentrées, ouais. Ouais, alors déjà, la première version de l'app, c'est pour les particuliers. Donc, Ok. c'est pour connecter ton compte en banque, ton compte courant, et tu vas avoir ton salaire qui rentre, tes aides, donc tout ce qui est en entrée, et tes dépenses. Ok. Par contre, on prépare aussi une version pro, justement, Voilà. pour C'est bien. vraiment Ouais. les TPE ou les micro-entrepreneurs qui Ok. ont le même compte en banque que leur entreprise. Donc, l'argent du créateur de contenu, au début, ça va rentrer sur son compte courant. Donc, s'il se connecte à l'application en tant que particulier, bah, il va pas pouvoir gérer ses dépenses pro. Ok, ouais. Donc, on fait une version de l'app qui est spécialement pour les pros, où là, tu as un peu plus de personnalisation, où tu peux gérer vraiment, limite, comme si tu gérais ton business, tes dépenses, mais de ton business Par exemple, et oui. du perso. Aussi avec les rentrées, par exemple, s'ils ont des appartements en location, ça pourrait Voilà, ça, en plus, techniquement, si Ça, on c'est fait cool, ça, évoluer, ouais. ça peut rentrer prendre dedans. à ça. Voilà. Parce Ok. que de base, c'est vraiment que pour les particuliers, Oui. donc tu as le salaire qui rentre, les aides, et après toutes les dépenses qui sortent. Qui sont vraiment. Ouais. Excuse-moi. Et comme tu l'as dit, au bout d'un moment, c'est de donner des conseils sur les investissements. Donc, est-ce que tu as des personnes avec toi qui sont vraiment expertes dans ce monde-là, qui s'y connaissent un peu? Genre, tu pourrais nous dire, Ouais, c'est on quoi ton équipe? On a deux, trois personnes qui connaissent, qui sont très calées en finance, Ok. mais ça va être nous aussi le but d'aller en chercher, parce que c'est des gens qu'on connaît, donc c'est des gens qui ont appris aussi par eux-mêmes, qui ont plus ou moins réussi. Mais le but, comme nous on veut lever des fonds, c'est d'avoir des gens qui sont, comme tu dis, vraiment connus, peut-être qui sortent de banque, qui sont très chauds en finance. Ils sont de notoriété, Voilà. peut-être. Et eux, on a besoin d'aller les débaucher avec une crédibilité. Donc actuellement, c'est pour ça qu'on fait un MVP. On va chercher à montrer voilà ce qu'on est capable de faire avec rien du tout. Mais maintenant, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de lever des fonds, on a besoin de grosses têtes pour aller plus loin, justement pour rentrer un peu plus dans cet aspect-là, conseil financier, pour améliorer tes finances directement dans l'app. On va être là, au début, c'est le bootstrap, donc c'est réussir à faire C'est ta ça. boîte seule. Voilà. Et montrer que la preuve de concept elle est là, qu'elle marche, et après aller chercher des fonds, la crédibilité avec des vrais mecs de la finance. C'est ça. Ça, Donc, c'est pour l'instant, tout ce qui est investissement, conseil, on ne peut pas le faire, on n'a pas le droit. Donc, bah, c'est c'est futur, une fois qu'on a réussi avec le MVP. Le conseil, du coup, il faut vraiment être labellisé conseil financier. Techniquement, le mieux, c'est qu'il faut que tu sois PSAN au niveau de tous tes agréments. Il faut que tu fasses des gros dossiers administratifs. C'est des gros coûts avec des avocats. Enfin, il faut de la thune, quoi. Et du coup, là, le top, quand même, ce serait aller chercher un top 3 école de commerce, par exemple, spécialisé. Ça serait L'idée, peut-être que ça serait intéressant. Ouais. Faut qu'on analyse, nous, ce qu'on a besoin. Mais tu vois, si à ton board, tu as un mec qui sort de banque, qui a fait 10, 20, 30 ans dans de l'asset management ou dans différents domaines de la finance, tu crédibilises déjà beaucoup plus ton projet et ton entreprise pour aller encore plus loin, pour aller chercher des fonds, pour aller justifier que ce que tu fais, c'est pas de la merde et qu'il y a quand même des gens derrière qui sont compétents pour donner ces conseils. Pour le moment, nous, c'est pas bloquant parce qu'on n'est pas dans ces étapes-là. Nous, il faut juste qu'on sorte la tête de l'eau pour dire bon, coucou, on existe, maintenant, est-ce qu'on peut jouer au jeu avec vous avec un peu plus d'argent, quoi.
Ça, c'est dur, ça, des fois, réussir à sortir la tête de l'eau et d'être vu aux grands yeux du monde, quoi. Quand t'as pas de thunes, de toute façon, et pas de crédibilité, t'es jeune, t'as encore rien fait, t'as pas d'argent, c'est très très dur. Et justement, alors par rapport à la légitimité, parce qu'on en parle souvent d'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut être légitime, fake it, you make it. Toi, comment pour le moment, avec Moonade, vous arrivez, on va dire, à vous sentir légitime et à le montrer, sachant que vous n'êtes pas d'école de finance, vous avez fait ingénieur. Comment du coup, tu peux aller à ça sans pour le moment avoir recruté des gens c'est très très dur, hein, c'est très très dur. Ouais, ok. Ouais, c'est très très dur. Ça passe aussi par la communication. Pour moi, c'est le plus important. C'est quelle image tu renvoies de toi et de ton projet. Ok. Donc, montrer que tu es professionnel, que tu fais attention à ce que tu dis, que tu soignes ton image, que tu essayes d'aider avec... nous, au début, on fait de la sensibilisation dans nos podcasts. Pour le moment, on ne fait pas de conseils parce qu'on ne serait pas légitime et que surtout, on n'a pas le droit. Donc, vraiment, c'est la communication, c'est soigner ton image. Et c'est la seule étape, de toute façon, que tu peux faire au début parce que la crédibilité, tu l'as pas. Il faut la Tu as faire. dit que donner des conseils, tu n'as pas le droit. Ouais, en investissement. Ah, en investissement. En investissement, Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Parce que Pour un titre il faut être faut avoir des agréments parce que tu dois justifier que tu as le droit de donner des conseils. Par exemple, si tu donnes un conseil et que quelqu'un écoute son conseil et qui se manque, il peut peut-être porter plainte, d'accord. se retourner. Donc, tout ce qu'on dit, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste qu'on transmet de l'info. Sensibilisation. Voilà. Si tu me demandes est-ce que je dois acheter du Bitcoin, je vais dire attention, c'est pas un conseil en investissement, mais voilà ce que je pense. Moi, personnellement. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que j'en pense. Ton expérience. Voilà mon idée, parce que tu veux que je t'explique 2-3 trucs, mais par contre, je te donne pas de conseil en investissement. D'accord. Donc c'est du, tu vois, c'est. Donc en gros, est-ce qu'il y a pas mal de gens sur Internet qui peut-être n'ont pas les agréments comme tu dis, qui donnent des conseils et donc en fait eux, à tout moment, ils ont des risques de va sur TikTok, va sur TikTok, tu scrolles. Beaucoup de charlatans. Ah bah oui. Comme dans plein de domaines. Oui, énormément. Tous ceux qui font des TikTok sur la crypto déjà. C'est du blabla. Sur Twitter, il y en a pas mal. Sur Twitter, j'en suis pas mal. Payer pour mon projet, tu vas gagner de l'argent alors que c'est un scam. C'est le mec qui va juste prendre l'argent, il va se barrer. Puis... Même, je sais pas si tu l'as vu, la formation du mec là, ça a fait le buzz là. Le mec il paye 500 €, il voit la vidéo de la formation et le mec il dit voilà le conseil que je vous donne pour ma formation, c'est de ne pas faire confiance aux gens sur internet. J'espère que ça vous fera plaisir. Allez, salut. Et c'est ça la formation. J'ai vu ça. Je te l'enverrai, tu pourras la mettre. Il y a des gens qui ont acheté en plus. Ah bah oui, il y en a, il a filmé, il avait le seum. En vrai, du coup, pour le coup, c'est une bonne leçon de vie. C'est une bonne leçon de vie. Ça a coûté ça. Ça a coûté cher, mais au moins il le refera plus. Putain, ouais. Mais ça, c'est dangereux, ouais. C'est très dangereux. En plus, le gars, il a dû se marrer à faire la vidéo. Je pense qu'il a dû le faire 100 fois avant de le faire bien. Alors, normalement, quand t'as une formation, quand même, t'as 14 jours de rétractation. S'il a fait son truc carré, normalement, les gens, ils peuvent demander remboursement. Et vu le mec, comment il se plaint dans la vidéo, genre en train de filmer, je pense qu'il le sait même pas. Oui, c'est ça ce qui est bien dommage. Tu te fais bien douiller à tes Tu te fais douiller, bref, c'est chaud, hein. Tu dis, je vais gagner de l'argent, je vais faire une formation en trading. Et on te dit, non. Il faut pas que tu fasses confiance aux gens sur Internet, les enfants. Il faut pas faire ça. C'est fort. Non, moi, bonne sensibilisation. Je trouve le gars, je lui serre la main, perso. Je lui dis, bien joué. Non, mais tu es un crack. Et du coup, pour revenir à la légitimité, est-ce que vous avez mangé des refus pour le moment, ou des gens où tu as senti qu'ils étaient réticents surtout au début, un peu moins maintenant. Mais au tout début, je me rappelle un meet-up pépite où je vais voir un banquier. Mais je savais déjà ce qui allait m'attendre. Juste pour le fun. Tu le sentais. Je savais. De toute façon, tu vas le voir. Je me suis juste dit, allez, vas-y, on va se faire plaisir, là, histoire de rigoler. Donc, tu te présentes, machin, et du coup, tu pitches ton projet. Donc, quand t'es arrivé, tu as dit, est-ce que je me présente, machin, qu'est-ce que vous faites donc, je me présente, tu vois, pour networker. C'est important, déjà. c'est vraiment ça. Des fois, si tu vas se présenter devant des gens qui sont très dur. C'est chaud. Mais je savais que de toute façon, j'allais me prendre un mur, mais juste pour le kiff, tu vois, j'avais envie de rigoler. C'est quoi, toi de ta chance, on sait jamais. T'arrives, tu pitches ton projet, et là, tu dis crypto-monnaie. Voilà, le banquier. Ah oui. Ah oui, là, il est pas content. Surtout si c'est un vieux de la vieille, pour lui. Et c'était ça en plus, c'était un mec un peu âgé, donc vraiment, je pitch. Et je me régale. Je dis crypto, et là, je vois que le mec, il est pas content. Et du coup, mec, il prend un peu de haut, machin, et tout. Machin. Donc, vraiment, c'était un régal. Mais oui, on a eu des refus, où des gens qui disent, c'est de la merde. Vous avez aucune crédibilité, ça marchera pas. Ça, de toute façon, quand on entreprend, c'est un peu la base. Au début, oui, c'est la base, clairement. Est-ce qu'il y a des concurrents potentiels qui ont déjà développé ce genre d'application ou non? Vous êtes vraiment, c'est un peu une nouveauté. Alors, t'as des applications pour gérer ton budget, ta banque. Ça, il y en avait quand même. T'en as quelques-unes, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment déjà simplifier au mieux la compréhension, parce que quand tu peux utiliser, par exemple, Banking, tu vas avoir énormément de choses que tu peux faire dans l'app. C'est génial. Quand tu connais bien la finance, quand tu veux vraiment aller
améliorer. Mais nous, notre cible, elle est un peu différente. C'est vraiment ceux qui ne veulent pas se faire chier, qui connaissent rien. Et qui n'ont peut-être pas le temps de trier. Et qui n'ont pas le temps, qui veulent vraiment de la simplicité, ils veulent qu'on t'accompagne, qu'on te tienne par la main et te dire quoi faire. Parce que c'est pas les mecs qui connaissent la finance, ils aiment pas forcément gérer ça, ils s'en foutent de l'argent, ce qu'ils veulent c'est vivre et se faire plaisir, mais avoir une meilleure capacité. Donc il y a des concurrents, mais nous ce qu'on peut faire c'est vraiment tout regrouper pour aller sur le parcours financier, à t'accompagner jusqu'à... on remet de l'ordre dans tes finances, et après on te fait investir, on te fait gagner de la thune. Donc du coup c'est quand même plus une clientèle axée, on va dire, classe moyenne, qu'une classe que les gens très 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 aisés qui ont besoin d'investissement précis. Voilà, c'est ça. La globalité c'est ça. Pour le moment, nous, on s'adresse aux étudiants parce que c'est là où on peut attaquer notre cible. Surtout qui sont en galère, qui ont du mal à gérer l'argent. T'as pas beaucoup de revenus, mais tu dois dépenser. Tu connais pas encore vraiment, t'as pas vraiment d'expérience. Surtout si tu as un logement Crous. Alors là, j'ai un ami qui a un logement Crous, et lui tous les mois c'est la galère. Hein. Genre vraiment, et pourtant il fait rien, il va juste à l'école, après il va juste à la salle faire sa séance, après il rentre chez lui, il mange tout le temps des pâtes. Comme tous les étudiants, j'ai envie de dire. Alors, c'est vrai que ça je me rends pas compte, moi j'ai la chance d'habiter chez mes parents. Oui, t'as la chance. Il y a beaucoup d'étudiants, même toi t'as un appartement, mais il y en a beaucoup, c'est le Crous. Ils ont 500 € par mois, c'est tout, aucune sortie, même un petit restaurant c'est compliqué, et c'est chaud. Il y a des étudiants, c'est vrai que... Et ceux qui en plus après qui des fois ils doivent payer des écoles à 10 000 € l'année ou plus, tu dois ça fait encore un peu en plus. Dès que tu arrives sur le marché du travail, tu as déjà 500 balles qui partent pour rembourser. Et en plus, tu as pas mal d'écoles, et ça c'est malheureux parce que tu as pas mal d'écoles où tu fais 5 années, et quand tu vois les démarches que tu as, en fait, finalement, est-ce que ça valait le coup dans le sens où tu fasses 5 ans, que tu sacrifies 50 de ta vie, entre guillemets, 50 de ta vie, tu as la bourse, tu as le logement étudiant, tu n'as pas profité de ta vie pendant 5 ans, tu te dis ouais, mais ça va, je vais être récompensé, et tu vois l'emploi qu'on te propose, tu te dis attends, tu te fous de ma gueule. On te dit allez, je te paye 20 000 net par an, tu viens de faire 5 ans d'études. Et en plus, l'excuse qu'ils vont te donner, c'est tu n'as pas d'expérience. Alors là, c'est dur. Du coup, il y a ça, tu n'as pas d'expérience aussi, c'est vrai. C'est dur ça. Et dans le cas où tu as de l'expérience, des fois ils vont te dire ouais mais t'es trop jeune. Ça c'est encore pire. Ah ouais mais ça c'est pire. Avec les études c'est dur. Mais c'est pour ça que l'alternance c'est vraiment... Moi je fais l'alternance depuis 4 ans. Vraiment c'est... moi je conseille à tout le monde de faire de l'alternance. Dans ton domaine là t'es légitime. Bah ouais. On peut plus te dire... là tu peux clairement, plus, ce que j'ai fait. Ça fait 4 ans que je bosse. Là, tu l'as la crédibilité en tant que dev. Moi, du coup, sur tout l'aspect technique, tu bosses donc, et puis tu gagnes de l'argent. Ça, c'est vraiment bien. Tu bosses, tu fais de la théorie quand même, parce que tu as les cours. Tu fais de la pratique, et ça, c'est plus important, c'est très sous-côté, surtout dans les études supérieures, où généralement, si tu n'es pas en alternance, tu fais pas de pratique, tu fais que de la théorie, donc t'as vraiment pas tu sais même pas c'est quoi vraiment l'envers du terrain, tu vois. Et ensuite, comme tu as dit, tu gagnes de l'argent, et tu as de la notoriété. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'avais fait 2 ans de STAPS avec Enzo, et moi, puisqu'on faisait que de la théorie, je fais bon, allez, c'est un plaisir, allez, au revoir. Et donc, après, j'ai fait le BPGEPS pendant 1 an et demi avec l'alternance. On faisait plus de pratique que de théorie, tu vois. Et donc, en gros, vraiment, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients, c'est comme ça que vraiment, j'ai vraiment été sur le terrain, tu vois. De manière professionnelle, parce qu'avant, je le faisais comme toi, depuis que j'étais au lycée, j'entrais depuis que j'étais au lycée, mais par contre, il n'y avait aucune notoriété, j'avais aucune pédagogie, je faisais que à ma manière, je regardais sur YouTube, je me disais, bon, on va faire comment, comme tout le monde, en fait. Et après, puisque j'ai eu 1 an et demi comme ça m'a permis d'être beaucoup plus carré, beaucoup plus pédagogue et beaucoup plus réfléchi, rationnel. C'est ça qui m'a amené la rationalité. Comparé à avant, c'est que le monde du travail, ça te fait grandir. L'alternance, ça te fait grandir. Tu comprends que la vie, c'est pas gentil. Ça te met des claques. C'est vrai que moi, j'ai commencé mon stage à la BPI, et moi, ce sera ma première vraie expérience professionnelle, et j'apprends un peu quand même, Alors, j'ai quand même 2 ans, je suis encore jeune dans la caméra. Mais c'est vrai que forcément, avant j'avais travaillé comme intérim ou autre, pour le gagner d'argent. Alors ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que la première expérience, je pense, ça va être un choc. Je pense que ça va être incroyable, mais je pense que ça va faire bizarre quand même. Ça va être une bonne expérience, mais moi je te préviens d'avance. Les employés, c'est pas tes amis. Voilà, je te le préviens à l'avance. Moi je te le dis direct. T'es en stage, donc c'est différent quand même. Tout le monde se fait avoir. Donc je te le dis. Non, mais il faut rester toujours professionnel, mais ça c'est sûr. Il faut rester professionnel, et surtout, généralement, tu vois, des gens comme nous, je te mets toi en avance parce que toi ça va, tu as quand même les compétences. Il rigole, caméraman. Je te mets en avant tes compétences parce que tu es quand même quelqu'un qui est vraiment carré dans ton domaine. Quand il y a des gens qui voient des jeunes comme toi qui viennent juste en stagiaire ou en alternance, comme tu dis, montrer qu'il a des capacités, ça va pas bien te regarder. Donc ça, je te préviens, tu vas en avoir des... C'est la jungle, fais attention. J'ai une anecdote, je dirais pas des noms, mais il y a un stagiaire qui était pris dans une boîte, on m'a raconté, et en fait, c'était tellement bon qu'il a pris la place de son responsable de stage, qui a été viré à cause de lui, du coup. Donc ça peut... c'est rare quand même. C'est rare, mais incroyable. C'est fort, c'est pas mal du tout. Mais du coup, pour revenir au plan, c'est quoi toi la compétence que tu as dû rapidement avoir pour ton projet entrepreneurial?
que tu n'avais pas forcément, que tu as dû soit déléguer en t'associant, soit tu as dû rapidement l'avoir, cette La compétence. plus grande pour moi, ça a été de se sociabiliser avec le monde extérieur. Ok. D'arriver à te dire, bon, je vais être dans une foule, il faut que je rencontre des gens, il faut que j'aille me présenter, il faut que j'aille leur parler. T'es quelqu'un d'introverti de base? De base, ouais. Est-ce que c'était du coup le cliché presque du dev devant son C'est ordinateur? vrai, Ok, c'est ça. je peux te dire que pas poussé à Oui. l'extrême, mais plutôt j'étais assez jeune Ok. et j'ai pas eu l'occasion et le besoin de me dire je vais être dans une foule là maintenant avec des entrepreneurs, des banquiers, des gens qui sont plus âgés et il faut que je me présente, il faut que je prouve, il faut que ce que je dis c'est pas de la merde, que ce que je fais ça peut être bien et ça tu l'as pas parce que quand tu es étudiant au début tu rencontres des collègues de classe. Tu rigoles vite fait, c'est bon, c'est tes potes. Mais là, quand tu vas à Meetup Pépite, par exemple, que tu es avec plein de gens que tu connais pas, il y a des grandes personnes, des gens avec des costumes et tout, pour moi, c'est le truc vraiment où je me suis dit, bon, il faut que je travaille dessus. Il faut que j'apprenne à networker, à aborder les gens, à me présenter. Donc ça, c'était pour moi le premier truc à acquérir. Quoi. Parce que le réseau, c'est le plus puissant dans l'entrepreneuriat. D'accord, oui. Et ça, c'est pour ça que j'ai un ami qui est dans une école de commerce top 4, et lui il me dit c'est vrai que la différence de vous avec l'université, c'est qu'eux ils sont déjà dans un réseau de fous furieux, avec leurs assos, leurs trucs, et ça les booste. Et même au sein de leurs écoles, il y a déjà du piston même entre eux déjà, donc ils sont déjà très hauts, et même entre eux, ceux qui arrivent le mieux, ce sont ceux qui sont déjà pistonnés, qui ont le plus gros réseau, qui connaissent un tel d'un tel, ils ont accès à tout directement. Et le réseau, tu l'as pas, si tu l'as pas, et tu sais pas networker, t'as rien. Donc il faut apprendre à networker. Et petite anecdote, c'est que justement au Palais des Congrès, quand il y avait pour les startups qui avaient le concours, j'ai pu networker, c'était une première fois que je faisais ça, je suis allé voir un VC, il y avait un business, donc à la fin il y avait un petit cocktail, tout ça. Le mec il faisait 2 mètres, vraiment impressionnant en plus, hein, tu vois qu'il avait de l'expérience, il avait raconté, il investissait 300 000 € dans des boîtes chaque semaine, enfin bon, le mec il pèse. Et je suis allé le voir, déjà j'arrive, bonjour monsieur, vous êtes très inspirant vos discours, et là il me répond, il est en train de manger. Hop, il pose son truc, bonsoir déjà. Moi je lui dis bonjour, et lui il me dit bonsoir déjà là, t'es pas bien, tu vois. Et après, ça s'est bien passé franchement, mais c'était impressionnant. Je me suis présenté, voilà, je suis étudiant d'économie, j'ai eu la chance de venir dans ce concours d'école d'ingénieur, voilà, ça permet de mélanger un peu les cerveaux et les différentes professions, ouais, c'est très bien, et vous faites, après il me répond, vous faites quoi du coup, vous êtes qui? Ah, mais je suis jeune entrepreneur. Et du coup, ça m'a fait rire. Vraiment, vous êtes qui? Non, t'es qui toi du coup? Ok, c'est intéressant, mais qui es-tu? Tu veux quoi en fait? J'avais été invité, j'étais même pas dans base à la cérémonie, tu vois. Ok. Ah d'accord. Ah oui, ok. Et puis après, j'ai posé la question pour vous, c'est quoi les 3 critères rédhibitoires quand vous êtes investisseur dans une entreprise? Et il m'avait dit c'est avant tout l'humain. Lui, il investit dans l'humain avant tout. C'est vraiment une aventure. Et ça, tu vois, c'est un très bon point parce que c'est tout ce qu'on me dit, c'est qu'un investisseur, il va investir dans la personne, pas dans le projet. Donc du coup, tu vois que c'est encore plus important de soigner ton image, ta communication, la manière dont tu network et comment tu parles aux gens, parce que du coup, les gens ils vont croire en toi et pas forcément en ton projet. Donc c'est vraiment ultra important. Ça et la scalabilité. C'est ce qu'il m'a dit en deuxième petit regard. La scalabilité, c'est que ton projet peut grossir très rapidement. S'il investit et que le projet il stagne, lui il perd de la thune. Il perd de la thune, c'est ça. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Et du coup, le business model de Money, ça serait après sous forme d'abonnement. L'application, on la paye une fois et on l'a. Ça serait quoi par exemple? Tu vas avoir plusieurs modèles économiques. Le plus intéressant qui pourrait être mis en place, c'est sur l'investissement. À chaque fois que quelqu'un va investir, qui va cliquer pour investir son épargne, nous on prend une commission pour gérer les fonds et les investir aux bons endroits. Donc là, tu te bases sur la commission, donc c'est intéressant parce que pour tout le monde, pour l'utilisateur, il va investir 500 balles, il va perdre 2-3 euros, mais au moins son argent, il est safe. Tu vas générer des intérêts, donc tu vas récupérer dessus. Et pour nous, on a une autre commission. Après, tu peux avoir des abonnements où, notamment le chatbot qu'on va mettre en place sur le conseil financier grâce à l'IA, qui est intégré dans ton compte bancaire, du coup qui peut te donner des conseils personnalisés, te faire adapter des méthodes de budget, vraiment un truc poussé. Là, ça peut être un abonnement premium ou pour avoir ces fonctionnalités un peu plus avancées, surtout pour les pros, ça peut être intéressant. C'est ça. Là, tu peux avoir un abonnement. Donc, et là, plusieurs modèles possibles. Le chatbot, lui, il a le droit de donner des conseils financiers. Que si nous, on a au préalable les accords. Voilà, au début, on peut pas. C'est ça, ok. Mais il y a toujours une limite. Il y a toujours une limite dans est-ce que tu donnes un conseil ou est-ce que tu dis ah tiens, j'ai remarqué que tu dépensais beaucoup dans ce truc. Fais un peu attention, tu vois. C'est vrai que donner un conseil à une personne genre avec qui tu veux vraiment trouver un prospect, on va dire, le mec il va se dire
T'as une pour qui? Et tu vois, peut-être être plus dans l'approche de ah, mais tu savais, tu vois, un truc comme ça. Ah, ouais, Tu lui donnes directement le conseil, le mec il va Non, mais peut-être ça, le prendre c'est- mal, tu sais, Ouais. ça arrive. Mais c'est en droit aussi, parce qu'en droit, des fois, selon les mots que tu emploies, ça peut tout changer. Bah ouais, c'est ça, c'est c'est pour ça exactement. que- clé dans la parole, j'ai envie de dire. C'est ça. Juste un petit mot différent, ça peut faire totalement changer le conseil. Ah oui, bien sûr, tu On passes change- soit dans la sensibilisation ou C'est le ça, conseil, c'est ça ça. peut faire très bien. Et après aussi par rapport, on a parlé des compétences qu'il fallait que tu avoir ou de networker. Est-ce que tu penses que c'est important qu'un entrepreneur il ait plein de compétences différentes? Parce qu'il y a beaucoup de livres, je sais pas si tu connais The One Things. En gros, c'est-à-dire c'est le concept de faire une seule chose, de Ah ouais, focus c'est sur vrai, ça une me- seule chose. Mais est-ce que pour vous c'est important que les entrepreneurs ils aient différentes compétences, différents skills, lesquels avoir seraient les mieux pour vous, notamment toi, lesquels ont été les plus importants pour Monaze et l'association aussi? Est-ce que c'est important de s'associer rapidement et les compétences à aller chercher chez les uns, chez les autres? Et comment tu as mis ça en place toi Pour moi, quand tu es entrepreneur, d'avoir toutes les compétences, c'est vraiment nécessaire. Tu es obligé parce que au début, tu es tout seul, tu as ton idée dans ta chambre, tu dis putain, il faudrait que je fasse ça. Bah là, il faut que tu aies une vision 360, que tu te dises, ok, même si tu n'es pas un expert en communication, en droit, en juridique, en compta, en machin, en plein de choses, Tu te il dois faut- d'y intéresser. voilà, tu dois savoir que, ok, il va falloir, juste pour te dire, ah, je fais un projet, il va falloir que je mette en place un business plan, un plan financier, qu'il va me falloir un comptable, rédiger des statuts, faire une étude de marché. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment, tu es obligé, quand tu vas entreprendre, de t'intéresser à tout. Mais c'est ce qui est aussi beau, Ouais. parce que bah, tu découvres plein de trucs. C'est ça, je suis entièrement d'accord Ouais, avec toi. t'es expert en rien, mais t'es pas mauvais en tout. C'est ça. C'est ça. C'est comme- ça qui est. C'est comme le combattant de MMA, il sait tout, mais il est pas expert. Oui, voilà, tu peux pas être Entre comme un guillemets, boxeur, comme un lutteur, Ouais, mais voilà. tu dois avoir une panoplie à Ouais. peu près complète. Bah, surtout pour du coup la deuxième partie de ta question de quand tu dois t'associer, c'est encore plus intéressant parce qu'à un moment tu dois t'associer, Voilà. mais si tu t'associes à des gens et que tu connais pas leur domaine d'activité, par exemple tu prends un dev et toi tu piges rien en dev, bah, tu as le problème de dire bah, à tout moment il peut me niquer, à tout moment peut-être qu'il peut Il me peut la met à m'engueuler, l'envers. il me la met à l'envers et ce qui fait en fait ça n'a pas du tout la valeur Que je lui donne. que je lui donne dans les parts de l'entreprise ou dans d'autres choses. Du coup tu te dois de savoir Ok, minimum. comment il gère son travail, en fait, sur quoi ça porte. Si tu prends une équipe de design, tu dois comprendre comment ils travaillent, parce que même les gens, ils travaillent pas de la même manière, ils n'ont pas besoin des mêmes types de ressources, donc tu dois vraiment savoir comment tu vas prendre ton équipe, à part que c'est énormément de thunes et que tu embauches un mec qui va gérer l'équipe, et c'est rare. C'est rare, Au début, tu dois le faire. Bah, au début, c'est compliqué pour déléguer, quoi, parce que t'as pas peut-être les moyens de Bah oui. payer le mec. C'est un peu compliqué. Bah, c'est pour ça qu'il faut au début s'associer avec des gens qui croient en ton projet, qui veulent faire aussi ce projet-là. Non. Et là, Bah ouais. personne ne prend des parts tant que le projet, on va dire, il est. Bah, c'est pour ça que dans le quand tu dois t'associer dans ta question, bah, en fait, ça dépend un peu déjà de l'évolution de ton projet, de Ouais. quel est ton réseau. Mais je pense, faut pas s'associer trop rapidement non plus, Ok. parce que tu dois au début te faire un peu la main sur le projet. Et garder toi-même la même. Parce que même ça peut te desservir si tu as l'idée dans ta chambre, le lendemain tu dis vas-y je vais m'associer. Au début tu vas pas avoir bien travaillé le projet, donc tu as moins de chances de convaincre un pote à toi T'as de chance de rejoindre le convaincre, projet. et même t'as peut-être le risque aussi, au début en tout cas, quand t'as pas encore bien travaillé le projet, c'est de t'associer avec quelqu'un qui peut-être n'a pas la même vision. Voilà, Et ça, c'est le exactement. pire, ça. Ça, de exactement. pas avoir la même vision, je pense que c'est pas quelque chose de négatif. Ça dépend. Ta vision, elle peut évoluer au cours du temps. Oui, elle peut t'apporter, évoluer, tu vois, mais si t'as pas la même vision, je pense que Dès le début, c'est dès le compliqué. début, Ah oui, tu c'est vas très créer compliqué. un conflit, un conflit. et tu vas pas être sur le même, tu vas pas comprendre les mêmes choses, tu Ok. vas pas être sur le. Oh, sur le même et niveau. généralement, surtout à notre âge, tu vois, on n'a peut-être pas encore le recul nécessaire de nous dire, ouais, vaudrait mieux qu'on s'assoie, qu'on discute, donne-moi ta vision, je te donne ma vision, on essaie de trouver un entre deux. Il y en a certains, ils vont plus être dans le Avec délire. l'ego, Qui a la plus grosse? Non, c'est moi, c'est ma vision, c'est la meilleure, non, c'est moi, blablabla. Et après, ça fait- Et après, ça se termine comme ça ça, fait le projet. et terminé. Par Et contre, s'associer quand même assez rapidement parce Oui. que tout seul, tu n'y arriveras pas. Ouais. Surtout pour des projets un peu tech. C'est-à-dire là, par exemple, Ouais. c'est une application, il faut Ah oui, il faut oui, faire oui. plein de choses, il y a la communication, Bien sûr. la finance, trouver même les banques après. Ça serait, je pense, des prochains partenaires Ouais, oui, oui. potentiellement qui Nous, pourraient- il faut qu'on a des. Et, ça. et tu t'es pas un peu intéressé sur les banques? Est-ce qu'ils font déjà ça? Certaines banques Ils le font? ont dans leur application, Ouais. la plupart. Société Générale, moi, Société Générale, moi, ils font, j'en ai, le un petit fond. peu, Tu as ton tableau avec tes dépenses, ton Après, c'est graphique, pas tout le ça. plus propre, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas le plus optimisé. Ah, et clairement, nous aussi, ouais. ce qui est intéressant, c'est que tu peux connecter plusieurs comptes en banque. Ok. Notre cible pour le moment, c'est pas forcément ce qui est le meilleur argument, mais souvent, tu as plusieurs comptes en banque parce que tu peux avoir ton épargne qui est pas dans dans la même banque. Tu peux avoir un livret A qui est sur la caisse d'épargne, alors c'est que ça. ton compte courant il est sur la Société Générale. Et j'ai une autre question. Tu as dit, c'est nous, on va se connecter nous-mêmes dans le compte, c'est ça?
Ton compte bancaire? Ouais, est-ce que je m'exprime mal. Si tu veux connecter ta banque là sur l'application actuellement, c'est le choix du mec. T'es chez quelle banque? Je suis chez Société Générale. On l'a. Tu marques Société Générale, tu t'appuies sur le bouton, ça t'ouvre l'application de ta banque. Ok. Donc je sais pas si t'as un iPhone ou pas, mais ça a ton Face ID, t'as ton code, le pouce. voilà ton empreinte digitale, et hop, ça fait ton code, ça te renvoie sur l'application, tu valides et c'est bon, t'es connecté. Donc, voilà. très sécurisé, ça passe par ta banque, tu remplis pas tes codes, ça t'ouvre ton application de banque et c'est toi qui valides. Et après, pendant 180 jours, tu es connecté à ta banque. C'est une très bonne méthode parce que t'imagines, tu dis juste directement, on va se connecter dans ton compte en banque. Peut-être le mec va se dire, attends, il me prend pour un con, lui. C'est bien de l'expliquer comme ça, tu vois. Voilà, tu vois que c'est safe, etc. Et par rapport au concept de valeur ajoutée, tu as dit, non pas la valeur peut-être à l'associer. Là, est-ce que vous avez pu estimer de la valeur potentielle qu'aurait cette application pour les gens en termes d'épargne? Ça serait intéressant, je viens d'y penser. Est-ce que tu as pu chiffrer ça ou c'est compliqué? On est en train. On est en train sur l'étude de marché de voir combien. Tu vois, tu fais un graphique. Ok, j'ai pas utilisé Moneys. Voilà, la courbe. Cool, j'ai utilisé Moneys. Voilà, la courbe au bout de plusieurs années. Ça serait une vraie valeur. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et c'est un peu plus long à calculer, forcément. Soit sur des chiffres, tout ça. Donc, et puis il faut peut-être aussi tester sur des bêta utilisateurs, non? Peut-être pour encore mieux. Oui, mais après, même si on teste, t'as pas la temporalité. On peut pas tester pendant 10 ans. Oui. Donc ça sera plutôt sur le tout début de réduire ses dépenses. Mais de toute façon, avec les chiffres du marché, ça peut se calculer assez facilement. Et ça, vous, le concept de valeur ajoutée, vous l'apprenez comment un peu? Parce que je pense qu'un entrepreneur, quand même, le but, c'est qu'il réponde à un besoin. Ça, c'est sûr, qu'il résout un problème et qui apporte une vraie valeur ajoutée. Et ça, des fois, les gens, ils comprennent pas trop que quand on crée de la richesse, c'est pas qu'on prend de la richesse à quelqu'un d'autre, en fait. C'est qu'on crée une valeur supplémentaire. C'est ça. Exactement. Et ça, je trouve c'est très, très beau. Et donnant. Et eux-mêmes, on crée de la valeur par-dessus. Oui. Par exemple, peut-être que là, ce livre, il vaut peut-être 3 balles. Et le fait qu'il y ait peut-être marqué Pépite de Provence dessus ou qu'il ait marqué notre insigne, ça lui fait créer de la valeur. Et ça crée de la valeur au marché, en fait. Et c'est pas, on vole pas d'argent aux gens, c'est qu'on crée de la valeur supplémentaire. C'est vrai que ça, il y a beaucoup de gens qui se disent. C'est compliqué d'expliquer la finance des fois. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens, tu vois. Je vais te donner l'exemple. Moi, au début, j'avais galéré justement à trouver les premiers clients, tu vois. Et en gros, moi de base, je faisais quoi? Je faisais une séance gratuite, tu vois, tu connais. Et après, tu mets le prix. Et moi, je me rappelle, il y avait un gars qui m'avait dit. En plus, c'était un ancien collègue à moi, il m'avait dit ouais, mais toi, j'ai pas envie de te payer parce que t'as pas encore la notoriété. Non, je te diplômé. Hein. C'est juste que lui, par rapport à tout ce qui est notoriété, par rapport à matériel, etc. et tout, genre en gros, lui voulait le Saint Graal. Et donc, il n'avait pas payé. Et c'est vrai que lui, dans sa tête, c'était plus je perds de l'argent. Alors que quand tu entraînes, on oublie souvent, ça c'est que quand tu entraînes, le coach, tu sais, juste le fait qu'il te donne un conseil, déjà c'est de la valeur. Dans le sens où il va te donner un conseil parce que lui, il a étudié ça, il a fait des cours, il a rencontré des personnes diplômées comme lui, il va t'entraîner, donc il va te faire un entraînement quand même, personnalisé. Quand même avec un but que tu lui as demandé. Donc il sait ce qu'il va te faire, et en plus il va avoir un suivi, c'est-à-dire il va pas juste faire l'entraînement et tu dégages. Donc c'est vrai qu'il y a de la valeur ajoutée, tu payes pas juste l'entraînement, tu payes aussi le suivi, tu payes aussi les conseils. Tout ça, donc il y a tout ça qui est englobé, et là je te parle du coaching parce que c'est mon domaine, mais dans plein de délires c'est comme ça, je pense même dans la finance, c'est encore plus parlant je pense. Dans la création même des vêtements, des habits, c'est ça. Ça c'est le concept de valeur ajoutée, moi ça me parle beaucoup, et c'est quelque chose, je pense, c'est compliqué à expliquer, même la finance, le monde des marchés, tout ça, c'est vrai que les gens l'appréhendent mal. Et je trouve que c'est un truc que j'aimerais bien, qu'il faut en discuter, je pense. Et c'est pour ça que c'est une très bonne sensibilisation. Surtout dans le business, la valeur ajoutée, si tu veux te différencier. C'est clairement ça, ouais. Et les gens, même en France, ils ont vraiment une notion avec l'argent qui est compliquée, et une compréhension de l'argent et du monde économique en général. Qui est vraiment. C'est compliqué à expliquer, mais je pense que c'est vraiment le fer de lance des futures générations, il faut vraiment qu'ils aient ça en tête. C'est comment fonctionne l'économie, comment. Même les banques, comment ça fonctionne, les prêts. Je suis d'accord avec toi, mais même généralement ceux qui critiquent, en fait de base ils savent pas. Je pense que la majorité des gens quand ils critiquent, et c'est juste qu'ils savent pas qu'ils sont incultes. Il y a une asymétrie d'information. Il y a une asymétrie d'information aussi, où par exemple on va te faire croire certaines choses, on va te parler de certaines choses, mais pas de l'autre truc. Et donc en gros justement les personnes, c'est juste ils sont peut-être un peu plus incultes tout simplement, et que le fait quand tu lui expliques, là d'un coup ils vont plus comprendre, ils vont dire ah d'accord. D'accord, je comprends mieux. Ok. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, tu parles d'argent ou tu parles d'un mec qui a créé une entreprise et qui a réussi, on va directement penser, et c'est malheureux, mais arnaque. Oui, oui, c'était le fils d'eux. Arnaque, fils d'eux, piston. Alors que je t'explique, tu peux être pistonné, mais si tu as vraiment une bonne idée et tout, que tu es pistonné, bah tant mieux. Hein. Moi, je suis vraiment dans le délire. Tant mieux pour toi. Hein. C'est peut-être parce que tu as eu un pleurer. Mais il a travaillé aussi. Ça veut dire que lui-même, il a travaillé son networking, etc. Donc, le piston, ok, mais comment il a fait pour l'avoir? C'est-à-dire s'il a vraiment bossé et tout, bah, tant mieux pour lui. Bon, de toute façon, faut profiter. Hein. Mais profite. Si tu profites pas, c'est que tu es con. Bah oui, bien sûr.
Et j'ai même aussi posé la question, est-ce que toi, il y a des personnes qui t'ont inspiré, que ce soit dans le business, dans l'entrepreneuriat ou même autre que ça, et quelles compétences as-tu apprises récemment là? Un nouveau skill, quelque chose que tu as appris Récemment, récemment, ouais. Une nouvelle. récemment, je pense que j'ai appris alors, je sais pas comment expliquer ça, mais à reculer un peu Ok. sur des fois ce que tu penses avoir appris. Ah, Dans le sens, l'introspection. dans le sens où bah, tu te dis, vas-y, ok, j'ai appris, l'année dernière, j'ai appris énormément de choses. Ok. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'ai été coaché par rapport, enfin, sur comment manager des gens, beaucoup, Ok. beaucoup de choses. Sauf qu'en parallèle, quand tu travailles beaucoup, bah, tu as tendance à un peu t'enfoncer Mm. dans ton tunnel. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte récemment où bah, en fait, peut-être qu'il fallait que je désapprenne un petit peu Ok. pour reprendre les bases et restructurer certaines choses. Donc, c'est C'est vraiment. quoi? Reprendre un peu de la hauteur Voilà, c'est Ok. ça. C'est reprendre vraiment de la hauteur, mais plus sur ce que tu as appris. Te dire, ah bon, attends, j'ai appris plein de choses. Prendre du recul. Voilà, Vraiment. j'ai mis en place certaines choses. Attends, je vais déconstruire un peu et, et je vais reprendre sur le début. Pour illustrer ça, là actuellement, donc, moi j'ai une équipe avec les étudiants Innov de 15-16 personnes. Et du coup, l'année dernière, j'ai appris plein de choses à mettre en place sur le management, sur comment tu laisses un petit peu de liberté à tes équipes pour qu'ils puissent être productifs, etc. Donc ça, bah, tu le mets en place, tu testes avec tes équipes. Donc du coup, j'ai pu apprendre plein de mécanismes, plein de choses qu'il faut faire qui sont intéressantes. Sauf que faut se rappeler qu'on est avec des étudiants, qu'à un moment donné, du coup, ils vont partir, que bah, c'est des étudiants, donc ils ont d'autres motivations que ton projet, tu les payes pas, donc c'est difficile d'avoir vraiment une vraie vision d'entreprise. Donc moi, j'étais en mode start-up, donc tu builds ta vision, Ça y va, ouais. tu crées tout ça. Donc j'ai tout mis en place, tout proprement, la vision, machin, en mode vraiment entrepreneur, leader, etc. Sauf que du coup, après, je me suis rendu compte, bah, c'est très bien, hein, j'ai mis en place plein de choses, mais j'ai voulu trop laisser de liberté à certaines parties du projet parce qu'il y avait des équipes qui travaillaient dessus. Donc du coup, on a perdu beaucoup de temps et on s'est rendu compte que bah, en laissant ces libertés-là, parce qu'on avait bien fait le travail justement, mais peut-être qu'au bah, en fait, c'était juste pas le. On a trop fait. Tu vois, on a fait avec des étudiants, on a voulu faire vraiment une vraie organisation d'entreprise, vraie vision, etc. Du Ok. coup, Un nous, vrai, un vrai why. voilà, c'est ça. Vraie Ok, structure c'est d'entreprise. ouf. Mais ce qui est bien, parce que du coup, on a appris plein de choses, Clairement. on a une énorme crédibilité par rapport à tous ceux qui nous entourent sur le projet. Mais du coup, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, il n'y a pas longtemps, bah, mince, bah, en fait, les objectifs ne sont pas forcément remplis. Parce que du coup, bah, c'est pas fait correctement, c'est pas ce qu'on attendait. Parce que on s'est dit, non, on croit aux gens, On laisse faire, on voit. voilà, on fait ça bien. Mais du coup, ça nous a desservi parce que, bah, au final, on a mal fait les choses. Parce qu'on aurait peut-être dû être un peu plus strict sur Et certaines recadrer. choses, peut-être être donner un peu moins de liberté, peut-être plus structuré de manière stricte. Et du coup, bah, de se dire, ok, merde, j'ai appris plein de choses, je les ai mises en place, bah, faut que je recule un peu, Et que je faut que je voie, désapprenne, faut que je casse tout C'est pas mal ça. et que je replace. Ok. Parce que des fois, c'est mieux de tout casser Ouais. et puis tu refais Une proprement. bonne base. Parce que bah, cette expérience-là, elle t'apprend des nouvelles choses, en plus de ce que tu as appris avant. Du coup, bah, de se dire, ok, maintenant stop. Si je peux résumer, parce que c'est peut-être un peu dur à comprendre Ah non, mais ce que c'est je veux très clair, mais mettre franchement, en place, c'est tu dis stop. Allez, ok, j'arrête. Je casse tout et je refais. Donc là, nous, dans 2 mois, le travail avec l'équipe, c'est terminé. Ok. Parce que l'année scolaire va se terminer. Donc on va passer de 17 personnes. Là, on est à 15, Ouais. de 15 personnes à 3. Donc là, tu vois, tout refaire encore. bah, en fait, là, on se dit, bon, ok, mais est-ce que vraiment il y a des choses qui ont pu être utiles? Oui, forcément, quand tu es à 15 sur un projet, c'est génial. Tu peux découvrir plein de choses. On a eu une équipe qui nous a fait des super belles choses, mais bah, il faut restructurer différemment. Juste pour ça, du coup, tu avais des vrais KPI sur les objectifs que tu voulais mettre qui étaient remplis ou pas par rapport à ça. Tu avais vraiment quand même des objectifs, là, il faudrait qu'il fasse Oui, ça. nous, on avait t'avais des objectifs pas ultra précis, parce qu'on savait quand même que ça ne servait à rien, mais surtout sur les gros projets. Donc, pas des trucs très très précis, mais voilà, on a ce projet-là dans l'année, il faut qu'il soit rempli. On veut faire des podcasts, on veut faire une refonte totale des maquettes et des visuels, on veut avancer sur le dev, voilà. Tout renouveau. Voilà, des gros projets plutôt que des trucs vraiment précis, parce que tu as aussi le rythme qui rend compliqué
d'avoir des KPI avec ses équipes, c'est que on a un rythme, on se voit pas souvent non plus. On se voit toutes les 3 semaines, une journée. Donc déjà le temps de lancer, de revoir où t'en es, de lancer le rythme, bah tu perds du temps. Donc tu peux pas te dire que tous les 3 mois Tu refais tu as des KPI précis parce que tu sais que de toute façon tu peux pas les tenir et puis c'est trop ok. Et même à piloter, sinon après tu perds déjà la moitié de ta journée à piloter le truc. Donc il faut être un peu plus léger. Ça, tu vois, je pense que je proposerai l'année prochaine à Monsieur Bougie pour le Master 2 que nous, les Master 2, on ait des projets collaboratifs avec des Master 1 par exemple. Ça serait vraiment ouf. Par exemple, que ceux qui ont des projets d'entreprise qui soient aidés et qu'on drive du coup des Master 1 pour vraiment être souvent ça que dans les projets, comme vous dites, on est souvent seul en fait. Dans Master Chef quoi. Non mais Sofiane, non mais dans les projets, on est souvent seul. On est souvent seul. Et le fait d'avoir des gens qui viennent pas forcément, ils sont pas dans le projet, mais qui viennent aider en support pendant 1 an, ça peut vachement apporter une vision. Et j'ai commencé à rigoler. non mais par rapport à ça, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment intéressant et je pense que je vais y mettre l'idée parce que ça peut vraiment aider des gens, je pense. Sur des projets qui sont seuls et qui veulent avancer, et d'avoir peut-être 10 personnes qui viennent en plus, qui rapportent leur vision et leurs compétences, ça peut être sympa, franchement. Du coup, pour revenir Non, c'était ta question. Les personnes qui t'ont influencé. Dans tout général, hein, ça peut être des personnes célèbres ou pas du tout même. Hein. Ok. Bah, y a beaucoup de personnes, notamment qui m'entourent, qui sont dans le projet plus ou moins. Oui, t'inspire. Parce que c'est des personnes qui ont plus ou moins réussi et qui sont avec moi dans le projet. Donc ça, voilà, c'est mon quotidien, c'est les personnes que j'ai considérées comme importantes, que ce soit pour du conseil, pour demander des choses, des fois, juste discuter, parler du projet. Mais si on veut parler du début et de quelqu'un connu, moi, quand j'étais jeune, Oussama Hamar, vraiment, l'époque où il faisait... ça lui fait plaisir. Ça fait plaisir. Attends, là, je suis à la même des conférences. Parce que maintenant, tu vois, t'en entends parler parce que pour ces mythos, enfin pour plein de choses, mais qui sont du TikTok, la génération TikTok. Mais au tout début, il y a des années, quand il faisait des conférences sur l'entrepreneuriat, il y a vraiment des choses très concrètes où quand tu es là et toi, tu commences à avoir un peu envie d'entreprendre, à faire des projets. Et t'écoutes. Ça ouvre la vision quand même. Il sait quand même très bien parler. C'est un très bon storyteller. C'est vrai que quand tu as besoin de te mettre le pied à l'étrier, et tu as besoin de rêver, et lui, il te fait rêver. Et il te dit, enfin, tu as envie d'être entrepreneur quand tu l'écoutes. Moi, j'ai une question pour Oussama Hamar parce que moi, justement, à part ces mythos que j'ai écoutés, moi, j'écoutais juste ces mythos. Moi, je suis vraiment le grand public. C'est ça le problème. Justement, je vais vous poser la question. Moi, je suis vraiment le grand public, moi, les gars. Hein. Ça veut dire que moi, j'ai vu que ces histoires avec les Yakuza, je sais pas quoi et tout. Là. Non, mais c'est ça le moi, je suis un chouette. Donc, moi, vraiment, la question que je te pose. La question que je te pose, c'est vraiment est-ce que le Oussama Hamar d'avant ces mensonges, ces storytelling, est-ce que tu me le conseillerais vraiment, moi qui vais être aussi dans le monde de l'entrepreneuriat par rapport au sport, tu me conseillerais de l'écouter? Genre, vraiment. Franchement, ouais. Si tu veux écouter ces conférences, mais à l'ancienne, genre, est-ce que à l'ancienne, il y en a que sur YouTube, que tu peux en trouver, c'est ultra intéressant parce que tu apprends des concepts, et puis tu rêves aussi parce que c'est agréable de l'entendre parler parce qu'il sait bien parler. C'est un bon storyteller, donc c'est facile de pouvoir retenir de l'information et de te dire putain, là j'ai envie d'être entrepreneur. Mais par contre, il y a vraiment des bons conseils. Oui, il y a vraiment des bons conseils. Ah oui, bien sûr. Très bien. Donc ouais, si tu veux regarder. Et donc là, j'ai une question pour lui. Là. Vas-y, je te je te laisse 2 minutes. Mais ça, c'est ton reste. Ah ouais. Ah merde, là, excuse-moi. Là, c'est pour te faire plaisir. Dis-moi les 5 points positifs d'Oussama Hamar. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, les 5 points, moi, je te rejoins. Non, mais, totalement dérivé. Non, mais je te rejoins à 100%. C'est pour moi. Plaisir, non, mais c'est que l'entrepreneur, c'est un chasseur de valeur. J'aime bien le définir comme ça. Et c'est un chasseur de rêve aussi, entre guillemets. C'est que si tu rêves pas, tu peux pas entreprendre. Si tu rêves pas, tu peux pas changer le monde, tu peux pas changer ta vision et tu peux pas porter la valeur. Et Oussama Hamar, pour moi, c'est pour ça que je le remercierai vraiment à vie. C'est qu'il m'a apporté cette vision de c'est possible. Les gars, entreprenez, il apporte de vrais conseils stratégiques. Il a quand même monté Family, qui était l'incubateur startup, qui était très gros, qui a monté beaucoup de boîtes. Il était très intégré dans le milieu en France, il a monté beaucoup de boîtes. Et là, je pense, si on devait calculer la valeur que ce mec a apportée à l'économie française, je pense qu'elle est énorme, mine de rien. Tous les gens, faut pas l'oublier, ça. Tous les gens qui ont été inspirés par lui indirectement et qui ont créé leur boîte par l'après, qui ont créé leur business, il y a 5-6 ans, mais surtout, un des points, je pense, c'est il est disruptif, mais il assume de l'être. Ouais. Donc à cette époque-là, lui, il parlait franchement, tu vois, il n'avait pas froid. Franchement, il disait les choses clairement. Quand il t'écoute ses conférences,
il part normalement. Pas de langue de bois, c'est pas du Pas bullshit. de langue de bois, il te dit des fois, si ton projet c'est de la merde, c'est de la merde. Enfin, C'est ça. tu l'écoutes et tu dis, bah, il est naturel le gars. Et il va pas te vendre du rêve non plus à 100%. Il te dit des choses qui sont claires, qui sont factuelles. Tu t'identifies facilement. Tu dis, ah ok, c'est peut-être pas facile. Lui, il va te dire que tu vas te prendre des murs, que ça va être difficile, que tu vas devoir t'accrocher. Bah, ok, bon, bah, c'est ce que je suis en train de vivre, donc je m'identifie bien à lui. Les prochains. Et ce qui est dommage avec les réseaux, juste, c'est qu'en fait, malheureusement, on reprend que les séquences qui font le buzz. Et c'est le monde des réseaux, ouais. Si t'écoutes tout, en vrai, il y a vraiment des belles pépites à aller chercher. Et du coup, 100% d'accord. Ouais, mais ça fait pas rire. C'est pour ça qu'ils le mettent pas sur TikTok. Oui, tout bah, simplement, dans le monde, malheureusement, il est comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est le monde. Hein. Tonton Rousse, si tu nous vois, on t'embrasse. Tonton. Et est-ce que tu as d'autres personnes qui t'ont un peu. Après, bon, il y a beaucoup de livres aussi que j'ai pu lire. Les auteurs, vas-y. Fais-moi plaisir. Les auteurs, je saurais plus te dire. Perdu-nous les titres et si on mais, connaît, l'intelligence émotionnelle. Ok. Je veux pas dire de bêtises, donc je vais pas me lancer sur le nom de l'auteur. Mais ça, c'est un des meilleurs livres. J'ai lu les deux tomes condensés en un. L'intelligence émotionnelle, ok. C'est vraiment comme ça. C'est un sacré pavé. Faut y aller. C'est du haut niveau. Mais vraiment, c'est. T'as marqué. Ouais, vraiment. Je note celui-là. Très bon livre. On m'en est parlé, mais il faut que du coup. Faut qu'on le note. Ouais. Celui-là, il est vraiment très bien. T'as le synopsis vite fait pour nous dire en gros de quoi ça parle. En fait, c'est vraiment. Vite fait. Là, c'est vraiment. Tu sais, t'as le quotient intellectuel, mais t'as aussi le quotient émotionnel. Ok. Donc, c'est toutes tes capacités interpersonnelles, intrapersonnelles, comment tu ressens tes émotions, mettre un nom dessus. En fait, c'est vraiment le livre complet sur toutes les émotions. De la vie courante, et comment les gérer. Comment les gérer, comment les analyser, les voir, parler. Enfin, vraiment, c'est un truc global qui juste te remet au clair sur toutes les émotions qui existent, sur comment les appréhender, les voir par rapport à l'humain. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Parce que c'est ce qui joue beaucoup dans l'entrepreneuriat aussi. Parce que c'est un travail d'humain. Et t'as d'autres livres? Ouais, il y a plein d'autres livres. L'effet cumulé. Ah oui, de Darren Hardy. Voilà, très bon livre. J'ai écouté l'audio, moi. C'est pareil, mais j'ai écouté l'audio. Psychology of Money. C'est la psychologie de l'argent. Il y a 20 balles sur la Fnac, je l'ai trouvé, mais je ne vais pas le lire, je l'ai pas lu encore. Très bon livre. Moi, j'ai bien aimé. Psychologie de l'argent, ok. Vraiment, il y a plein de bons concepts. Après, il y en a plein. La guerre de l'art. L'art de la guerre. L'art de la guerre de L'art de la guerre, ouais. Alors j'ai acheté une édition spéciale, c'est l'art de la guerre pour les entrepreneurs. Elle est sortie il y a pas longtemps. Une édition spéciale. Le livre, alors lui, il a vu, il rigole parce que je l'avais vu quand je l'ai acheté à Cultura. C'est un livre, en plus, il est magnifique, il est rouge, il y a le dragon dessus. Enfin, il l'a acheté en fait juste parce qu'il était stylé. Et je l'ai lu, il est très sympa en plus. Ouais, il est très connu en plus, très connu. Puis c'est comme des poèmes, donc c'est assez simple à lire. Donc des fois, j'aime bien le reprendre un peu et puis je feuillette quelques pages. Ça te remet quelques citations intéressantes. Alors je tiens à dire attention aux livres business et dev perso parce qu'il y en a quelques-uns. Alors tu peux en sortir quelques-uns, moi aussi je vais en sortir quelques-uns. Je sais pas si tu as lu Influence et manipulation. Surcoté. Je crois que je l'ai lu. Je sais pas, mais moi je lu tout le monde à chaque fois, tout le monde en parle. J'ai trouvé ça surcoté, pas ouf. Ok. Bon, après, de toute façon, dans tous les livres de développement personnel, pour moi, tu le lis. Mais voilà, tu prends ce qu'il y a à apprendre sans te copier-coller avec. Évidemment. Mais par contre, il y a des concepts qui sont intéressants dedans. Par exemple, je pourrais donner un conseil sur les livres en matière d'influence. Genre Influence to People de comment il s'appelle ce con. Bref, c'est comment se faire des amis en français. J'ai oublié le titre. Comment se faire des amis. Comment se faire des amis. Ouais, mais en fait, en français, c'est comment se faire des amis. C'est vrai que quand tu vois le titre, tu dis, bon, lui, vainqueur lit. Genre, vraiment, il a pas de potes. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment des techniques et des histoires vraies sur comment, justement, influencer les gens, comment les faire, justement. Ou les faire rentrer dans ton groupe. Comme du networking. Genre, vraiment, au fait, il y a des techniques, genre, intéresse-toi vraiment à lui, tu vois. Genre, des trucs comme ça, tu vois. Après, il y en a un de développement personnel que tout le monde a lu, c'est Père riche, Père pauvre. Et celui-là, je trouve surcoté de fou furieux. Je trouve surcoté lui, tu vois. Je trouve surcoté de fou furieux. 260 pages pour savoir ce qu'on actif et un passif, c'est bon, mon frère, il faut arrêter. Tu regardes une vidéo de 5 minutes, c'est réglé. En plus, c'est vraiment commercial, lui, parce que il a fait un autre livre, Le cadran du cash flow, c'est la même chose. Il a fait un autre livre où c'est écrit faux, pour dire tout ce que j'ai écrit avant, c'est de la merde. Je fais bon, on a compris, tu veux vendre des livres, on a compris. Donc voilà. Mais après, riche, père pauvre, après aussi, il est surtout bien pour l'histoire qu'il y a derrière. Oui, c'est l'histoire de Robert Kiyosaki. Voilà. C'est plutôt de l'histoire d'entrepreneur où tu te dis, voilà, bon, je vais lire l'histoire, ça va un peu m'inspirer. Il n'y a pas vraiment de facts dedans,
Mais bon, pour avoir un peu l'histoire, c'est plutôt un roman. Par exemple, le moment, Un pour moi, roman de oui, d'entrepreneur, ça, quoi. pour moi, le moment le plus marquant du livre, certes, sans compter les actifs passifs, où là, ok, c'est Oui, intéressant. c'est la base. C'est la base Tu quand sais, même. Et ouais, c'est comme tu pas- l'as dit tout à l'heure, comment gérer son argent, tu vois. On n'a pas besoin de lire Père riche, Père pauvre. Voilà. Oh, juste on t'écoute, c'est réglé. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, pour moi, le moment le plus marquant, c'est quand ils sont jeunes, parce qu'à un moment, il y a du storytelling, donc au moment où ils sont jeunes, lui et son ami, qui sont aussi, Ouais. sont aussi des futurs entrepreneurs. Et en fait, il y a le père de son ami qui est un entrepreneur, justement. Il lui dit, bon, vous allez travailler pour moi. Et en gros, ils les font travailler, mais ils le font gagner juste, je crois, 2 cents Ok. par travail. Et donc, à un moment, ils demandent plus. Et ensuite, il dit, bon, ok, je te donne tel chiffre. Ils veulent plus, ils veulent plus, ils veulent plus. Donc, en gros, au bout d'un moment, ils vont comprendre quoi? Ils vont comprendre qu'en fait, si tu veux être entrepreneur, tu peux pas être achetable. Donc, en fait, ils vont accepter de travailler, mais pour aucun sou, mais juste pour l'expérience. Et ça, c'était le moment le plus marquant. Je me suis dit, ah là, il y a un truc intéressant. Ouais. Ok, je comprends. Et après, tout le reste, c'est pas contre lui. Mais moi, quand je lis un livre, je suis pas je suis pas un mec qui lit des romans, comme je te l'avais dit. Je suis plus quelqu'un qui lit, mais quand je veux apprendre des trucs. Ouais. Donc, moi, quand je vois un gars, il raconte sa vie, j'en ai rien à foutre. Genre, ça, c'est pas contre lui, mais j'en ai Ouais, rien à c'est foutre. justement, c'est dans sa vie, il faut tirer des leçons. Oui, mais il y a rien à tirer à part les actifs et passifs. Vas-y, lis-le, tu me diras. Non, c'est comme le- Tu me diras. C'est comme le livre C'est de- pas comme David Goggins. C'est Ah pas non, pareil. Le livre d'Eric Goggins, je l'ai lu. C'est pas pareil. T'apprends sa vie. Oui, mais c'est pas Et pareil. grâce aux leçons qu'il a fait dans sa vie, là, je cours le marathon, tu vois. Les je peux faire sa leçons. vie. Mais lui, Ouais. dans Robert Kiyosaki, Je cours le les marathon à cause de leçons, David Goggins. les leçons de Ouais, Père riche, après, Père pauvre, c'est- je t'invite ouais, à le lire, ouais, je te le prête. Non, je suis d'accord, il est surcoté. je Il est trouve. surcoté. Après, par contre, les livres sur la psychologie humaine, que je trouve vraiment intéressants, pour moi, c'est les meilleurs, c'est les Robert Greene. 48 lois du pouvoir, l'art de l'excellence, les lois de la nature humaine, ceux-là, pour moi, c'est très, très, Ouais, très des bien. pépites. Ouais. C'est des pépites. En plus, au niveau histoire, il y a beaucoup de culture G dedans. Et c'est très, très, très intéressant. Donc, franchement, ça, je vous les conseille. Bon, c'est vrai, c'est des gros livres, mais par contre, au niveau de la culture G et de ce que tu peux en retirer, c'est ultra intéressant. Et au pire, des formats un peu plus petits, c'est moins cher, il y a moins de blabla, et ça va directement à l'essentiel. Donc, si vous voulez pas vous trop vous casser la tête, vous n'aimez pas trop lire, je vous conseille cela. C'est très, très, très bien. Bah, super. Alors, pour conclure l'épisode, quelle stratégie tu pourrais mettre en place pour des étudiants qui veulent gérer leur épargne, par exemple? S'il y a une petite stratégie ou des conseils qu'on peut C'est-à-dire donner. gérer leur Alors, épargne. par exemple, un étudiant qui est à la faculté, peut-être qui a son appartement à payer, s'il doit gérer des sorties, des restaurants, ce serait quoi, tu penses, une bonne stratégie d'épargne, grosso modo, qu'un Bah, étudiant déjà, peut faire, la toute première en étape, pourcentage. c'est pas forcément le pourcentage, parce que ça va dépendre vraiment de chacun. Et puis aussi ce que tu es prêt à investir ou à mettre de côté. Mais déjà, c'est de juste faire le point, le bilan sur où tu en es. Ok. Donc déjà, ok, Important. combien je gagne, combien qu'est-ce que j'ai comme charge fixe, donc le loyer, les abonnements, combien je dépense pour toutes mes dépenses vitales, bah, l'essence, la bouffe, ça t'es obligé de mettre de l'essence pour aller travailler, pour aller à l'école ou quoi. Et donc c'est faire déjà ton statut de où t'en es. Donc mettre de l'ordre et enfin de manière visible quel est ton bilan financier. Ok, je gagne tant, je dépense tant, et déjà c'est la toute première étape. Déjà visuellement, tu vas te dire, ok, bon, je vois que là ici, je dépense peut-être un peu trop en plaisir, Ok. machin. Donc déjà tu définis ça. Et après, tu te poses la question, qu'est-ce que tu es prêt à te restreindre? Ouais. Est-ce que les sorties, tu dis, bon, allez, si je fais 2 sorties de moins, est-ce que ça va, je vais bien le vivre? Peut-être que pas, peut-être non, peut-être que tu as besoin, parce que tes études c'est dur, d'interaction. tu as besoin de sortir, tu as besoin de te faire plaisir et de te vider la tête. Donc c'est à toi de te poser en fait la question de, ok, je vais me sacrifier sur quoi? Parce que si tu veux réduire, augmenter ton épargne, tu es obligé de réduire tes dépenses, Sacrifier quelque chose. parce que c'est Ouais. c'est plus difficile Mm. quand tu es étudiant d'augmenter tes revenus. À part si tu travailles 2 fois plus, que le soir tu vas faire des heures sup. Ouais. Mais bon, Après, c'est au physiquement, dépend et de au niveau tes, de la santé, c'est très compliqué. voilà, et puis au niveau des études, bah, si tu dois réviser, bah, tu travailles grand. Donc c'est difficile. Donc tu dois réduire un peu tes dépenses. Donc tu te poses la question, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour, bah voilà, réduire un peu mes dépenses. Parce que de réduire un peu tes dépenses, bah, tu vas peut-être pouvoir économiser 10, 20, 30 balles par mois. Et bah, tous les mois, tu les mets sur ton livret A, sur un autre compte bancaire, tu les retires, tu les mets dans une enveloppe. Ça, c'est comme chacun a envie de faire. Et bah, tu peux épargner, enfin mettre de côté un peu plus. Et une fois que bah, cette épargne-là, tu as réussi à mettre une certaine quantité, donc ça peut être 3 mois d'avance sur le total de tes dépenses. Donc si tu sais que tu dépenses 600 euros tous les mois, tu vas faire le calcul Tu mets, et tu mets 3 fois ce que tu dépenses tous les mois dans un compte, dans ce livret A ou un autre compte. Et là, comme ça, une fois que ça, ton épargne d'urgence, elle est bien
définie et bien scellée, bah, ce qui rentre en plus. Et une épargne d'urgence, c'est 2-3 mois de salaire, je crois, une épargne d'urgence. On dit grosso modo, il faut. Bah, en fait, ça dépend. Tu peux te dire de 3 mois de salaire. Ça peut être aussi. Parce que techniquement, l'épargne d'urgence, elle va payer tes dépenses du mois. Ah ouais? Bah, Pour moi, l'épargne d'urgence, c'est si jamais par exemple, la voiture elle a un problème, il faut payer le mec. Oui, mais si du jour au lendemain, tu te retrouves sans revenu, Ok. bah, ça te laisse Ok, oui. 3 mois 3 mois de survie pour revivre. Ouais. Actuellement, quand la voiture elle casse, tu pioches dans ton épargne d'urgence, Ça va, c'est logique, ok, c'est normal. ouais. Mais techniquement, bah, c'est censé te faire vivre. 3 mois normalement. C'est Ok. voilà, c'est là, ok. Actuellement, là, je coupe mes revenus. Je sais que je dépense 800, 900, 1000 euros tous les mois. Bah, si j'ai 3000, bah, j'ai 3 mois pour me retourner. Ok. Sans prendre en compte, bah, si tu as la voiture qui pète et que tu as un imprévu, c'est normal. Ok. Mais bon, tu prévois un peu plus sur ton épargne d'urgence. Enfin, voilà. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de méthode très précise où on te dit au centime près combien tu investis. Il faut aussi s'adapter à soi, dire bon, mais combien moi je suis prêt à mettre. Est-ce que d'avoir 3000 balles de côté, je suis un peu plus serein que d'en avoir que 1000 alors que je dépense 600 euros tous les mois? Peut-être que oui. Donc il faut vraiment penser, tu vois, à l'humain, à comment tu ressens les choses. Parce que si c'est pour mettre que 3 mois de côté sur ton épargne et t'investir tout le reste, mais ça t'empêche de dormir parce que tu te dis mince, putain, je suis stressé, j'ai peur de plus avoir, ça sert à rien, faut arrêter. Donc voilà, faut s'adapter aussi. Ok. Mais c'est ça que tu vois que l'investissement, c'est vraiment propre à chacun, au revenu à la personne. Même il y en a qui vont peut-être gagner beaucoup, mais qui ne veulent pas investir, qui veulent juste kiffer. Il y en a qui vont peut-être pas gagner beaucoup, mais qui vont vouloir tout investir pour assurer un futur. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte pour vous, pour vos investissements. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le futur, la monnaie, où ça en est pour finir, les prochaines étapes de la scalabilité, on va dire. Bah là, actuellement, on est en bêta privée, donc on a une liste d'attente sur Telegram pour faire tester l'app. Et une fois qu'on fait tester l'app, après on va chercher des fonds pour augmenter pour aller chercher les agréments, pour passer sur la version stable et vous proposer de l'investissement en un clic parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et bon, là, c'est vraiment du long terme, mais tu as l'optique d'aller sur de l'international ou qu'en France? Ouais, nous, le but, c'est vraiment de remplacer ta banque en utilisant les technologies de la crypto-monnaie, donc la blockchain. Je ne sais pas si vous êtes familier plutôt avec ça, mais de remplacer totalement la banque et de permettre à nos utilisateurs d'avoir le contrôle sur leur argent. Parce que quand tu utilises la blockchain, nous, en tant que banque, on va pas pouvoir récupérer ce qu'ils vont avoir sur leur compte en banque, et tu peux utiliser la finance décentralisée grâce à la crypto-monnaie pour pouvoir valoriser ton épargne, faire des prêts, enfin tout ce que la finance fait avec ta banque, mais de manière décentralisée. Donc nous, c'est ça le but. Ça apporte encore un énorme débat de fond d'éthique, on va dire, au niveau des banques. La décentralisation de la monnaie, ça c'est vraiment très très intéressant. Et pour les levées de fonds, est-ce que juste... attends, j'ai encore trop de questions. Mais est-ce que... Peut-être j'ai pour finir. Ouais, c'est trop intéressant. Les levées de fonds, c'est vraiment le moment où on peut créer un peu. Est-ce que tu comptes faire du growth by communauté, enfin community? En gros, filmer, faire, tu sais, comme montrer ton parcours entrepreneurial, par exemple, pour montrer par exemple tes levées de fonds, tes expériences, tes échecs, un peu vlogger par exemple si tu fais des levées de fonds en Paris devant des investisseurs. Bah, nous, c'est une partie de notre communication où on est transparent sur... parce que c'est aussi le plus de contenu qu'on a. Là, actuellement, à part montrer nos échecs, nos réussites, comment on galère, c'est la plus grosse partie de notre contenu. Et c'est ce qui marche aussi. Parce que les gens, ils aiment bien voir l'humain qui est derrière. Quand tu regardes nos posts LinkedIn qui ont le mieux marché, c'est quand on met une photo de l'équipe et on dit, voilà ce qu'on vient de faire, on vient de réussir, on vient d'échouer. Donc ça fait partie de notre stratégie. Est-ce que du coup il y aura bientôt un compte peut-être TikTok, Insta Là déjà on a compte Insta, TikTok, donc on poste on va poster tous les shorts des podcasts qu'on a fait cette année. Mais après petit à petit on a envie de faire justement ce genre de vlog, tout ça. Dis-nous où est-ce qu'on peut écouter tes podcasts? Alors sur Money's Invest, donc le podcast c'est Parlons Pognon et c'est Money's Invest, donc MONEYES. On le mettra en lien dans la description. Ouais, underscore invest. C'est sur YouTube ou c'est sur un site? C'est sur YouTube. Sur le site, de toute façon on a tout, on a le site, YouTube, Instagram, TikTok. Donc sur YouTube on écrit juste Parlons Pognon et on te trouve. Ouais. Ok. Parlons Pognon, Money si jamais. Combien de podcasts il y a déjà? Là on en a 3 qui sont sortis. Nous dire juste les sujets vite fait pour nous donner envie un peu. Le budget. Ouais. Et puis après on a un podcast là qui va sortir. Il n'est pas sorti, il n'y en a que 2 pour le moment. Qui va être tourné, où là vraiment ça va être sur l'investissement. Oui. Donc vraiment
qu'est-ce qui est intéressant dans l'investissement, pourquoi est-ce que tu dois investir, comment investir avec un investisseur qui lui vraiment s'y connaît bien. Donc lui, il va être tourné, donc là je tease un peu, dans un mois, et lui, il va être très intéressant. Déjà, le premier, t'es avec un entrepreneur en plus, le premier podcast que vous avez fait. Ouais, c'est ça. Et t'es avec un entrepreneur, c'était ultra smart. Et tu as des invités ou c'est vraiment vous êtes combien dans le podcast? Un ou deux, et on fait venir un invité. Ok. Donc, là, on va faire venir un investisseur pour nous parler de... Pour parler d'investissement, c'est ça. C'est tout à fait logique. Tu as d'autres questions? Non, là, C'est bon, là, En tout cas, c'était vraiment. C'était ultra intéressant, Ouais. Tom. Franchement, je te remercie d'avoir participé au podcast. C'était ultra intéressant. Je pense que toi, tu t'es régalé. Ah, moi, je me régale, les sujets de finance. Toi, quand ça parle de finance, toi, je sais que là, tu es au sommet. Non, mais c'est un sujet qui me passionne, même les banques, les marchés financiers, l'économie en général. Ben, ça peut ma formation, mais ça me passionne. Bah, même moi qui suis en retrait, franchement, ça m'a énormément intéressé. Je vais écouter tant ça mieux, va, tant je mieux. vais vous faire plaisir. Je vais Super, ça me l'écouter. fera plaisir. Je vais aller sur ton podcast aussi, je vais l'écouter aussi. C'est très, Ouais, c'est très avec intéressant. plaisir. Ça m'a l'air très intéressant. Si tu parles comme là, comme tu nous as parlé, franchement, je pense que je vais kiffer et je vais être l'un de tes followers. Et tu vas en apprendre. Et je vais en apprendre, c'est ça le plus important. Donc Super, voilà. bah, merci beaucoup. Il n'y a pas de Merci à toi en souci. tout cas. Il n'y a pas de souci. Donc, on termine ce podcast tous ensemble. Donc, c'était l'empereur, le guide, bien évidemment. C'était Bertrand Maïmouni. Tu peux dire au revoir aussi. Bah attends, on va dire au revoir à la prochaine. Ah oui, pardon, excusez-moi. Attends. Il a raison, il a Eh oui, raison. c'est pas ça, C'est moi qui ai foiré, là. Le trop, c'est pas ça. On le refait, on le refait. J'espère que vous avez aimé ce podcast. C'était l'empereur Sofiane Ier. C'était Bertrand Maïmouni et notre invité Tom. Et on vous dit à la prochaine. Pour la À la prochaine. prochaine. Ciao tout le monde.